Bienvenue dans Vie de mère. Je suis Clémentine Guilbaud de Maison et dans ce podcast, je vais à la rencontre des mères de toute la France. Mon but, comprendre les histoires de vie, les parcours et le quotidien de nos élus locaux. Vie de mère. Oh, c'est une sacrée vie de mère. Nous sommes un vendredi du mois de novembre et j'arrive en TER dans la commune de Saint-Vallier, à 70 km de Lyon, dans le département de la Drôme. Il fait très beau ce jour-là et la vue sur la vallée du Rhône est splendide. De l'autre côté du fleuve, c'est déjà l'Ardèche avec ses coteaux arborés et ses vignes. Sans être particulièrement touristique, l'ancienne cité médiévale de Saint-Vallier, de 4000 habitants, présente un certain charme, avec son église du XIIIe siècle, ses petites rues ouvertes sur le fleuve et ses jardins le long de la rivière de la Galore. J'ai rendez-vous ce matin avec Pierre Jouvet, maire de Saint-Vallier depuis 2020, mais aussi conseiller départemental de la Drôme, président de la communauté de communes Porte de Drôme-Ardèche et secrétaire général du Parti socialiste. Avec monsieur le maire, nous avons parlé d'égalité des chances à l'école, de pourquoi s'engager au sein d'un parti, de comment saisir les opportunités en politique, et de lutte contre la désertification médicale. Si vous êtes vous-même plein de convictions et que vous rêvez de vous lancer en politique pour prendre le pouvoir et initier le changement, je vous recommande vivement d'écouter cet épisode plein de bons conseils jusqu'au bout. Monsieur Jouvet, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir à Saint-Vallier pour ce nouvel épisode de Vie de mère. Merci à vous d'être là. Monsieur Jouvet, qu'est-ce que vous rêviez de faire dans votre vie quand vous étiez petit ? Pas du tout maire. Ah oui. Non, pas du tout maire. Je rêvais sans doute d'être footballeur professionnel. Je suis d'une génération qui a été bercée par ma jeunesse, par France 98, la victoire de la Coupe du Monde par l'équipe de France. Cette génération qui a vibré avec Zinedine Zidane, Didier Deschamps, tout ce bel engouement populaire. Et voilà, comme je faisais beaucoup de sport... Alors, qu'est-ce qui vous a arrêté dans votre carrière de footballeur ? Je pense que je n'avais pas un grand destin de carrière de footballeur, donc force est de constater que ça s'est arrêté un peu de soi-même. Et puis, je suis assez vite en fait venu à l'engagement, parce que quand je fais le lien entre l'engagement et le sport, en vérité... on a beaucoup de points communs, parce que le sport et le sport d'équipe en particulier, c'est s'engager pour les autres, c'est être capable de mouiller le maillot pour un collectif, c'est apporter aussi quelque part quelque chose aux gens. Je crois que c'est ça qui est important, et c'est comme ça que j'ai peu à peu basculé vers un engagement citoyen. Et justement, dans votre famille, il y avait des modèles d'engagement citoyen ? Oui, il y avait des modèles, bien sûr. Il y avait mon père qui était pour moi un modèle d'engagement. Il a été, mon père, pendant très longtemps élu municipal, conseiller municipal. Il n'a jamais été maire. Il était conseiller régional, engagé au Parti socialiste. Donc j'ai toujours vu mon père très engagé. Et ma mère était aussi une militante très engagée. Donc voilà, j'ai toujours vu mes parents à la fois engagés dans le milieu politique, mais sans être des professionnels de la politique en tant que tels, comme on peut le voir, comme on peut le définir, et aussi beaucoup engagés dans le monde associatif, notamment dans ce qu'étaient les associations liées à l'éducation, l'amicale laïque, etc. Donc j'ai toujours vu mes parents s'engager beaucoup pour les autres. Et quelque part, j'ai grandi, vécu au milieu de ça, au milieu de cet engagement, de cette forme de don de soi pour les autres qui fait partie de ce merveilleux engagement qui est le tissu associatif et qui est aussi le tissu de la vie municipale. Parce que l'enjeu municipal, à notre échelle, c'est d'abord et avant tout ça. Vos parents, ils étaient enseignants, c'est ça ? Mes parents étaient enseignants tous les deux, ouais. Ma mère était prof de français et mon père était prof d'histoire géo au départ de sa carrière. Et puis après, il a passé des concours internes à l'éducation nationale et il a été
proviseur de lycée, principal de collège. Voilà, mes parents étaient tous les deux dans le monde de l'éducation. Moi, j'ai grandi dans une famille qui était une famille très tournée vers le monde de l'éducation. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de membres de ma famille qui sont encore aujourd'hui enseignants. Mes cousins sont instituteurs. Mon oncle et ma tante étaient profs. Voilà, c'est le monde de l'éducation nationale. Donc, ils vous mettaient la pression pour réussir à l'école ? Jamais. Non, jamais. J'ai eu cette chance-là parce que j'ai eu une jeunesse très confortable. C'est une chance. J'ai vécu dans une famille très aimante, très accompagnante, avec évidemment un accès à la culture, un accès aux livres, au savoir qui était là, qui était présent. Et ça, c'est une grande chance parce qu'on voit que les déterminismes sociaux, malheureusement, dans notre pays, dans notre République, sont encore très déterminants pour la suite de ce que ça amène aux individus. Et donc, moi, j'ai vécu dans cet univers-là. Mais j'ai jamais d'abord été un très bon élève à l'école. C'était pas ma première préoccupation, pour dire vrai. Et le foot. Ouais, le sport, globalement, les copains, les sorties. J'étais un peu un élève dissipé, un peu un élève un peu grande gueule, un peu leader, meneur. Voilà. Peut-être d'ailleurs que ce qui a été sans doute à la base de mon engagement, mon premier engagement, c'est que de la 6e à la terminale, j'ai toujours été délégué de classe. Donc quelque part, je pense que c'est aussi consubstantiel de ce que je suis et ça a amené ça. Donc j'ai grandi comme ça et mes parents étaient bien sûr derrière moi. Ils insistaient pour que je travaille à l'école, que je travaille bien. Mais disons que jusqu'à ce que j'arrive en études supérieures, j'étais pas un très très bon élève. Qu'est-ce que ça voulait dire pour vous être délégué de classe ? Être délégué de classe, ça voulait dire, là encore, parler pour les autres. En fait, j'ai toujours eu une forme d'aisance à l'oral. C'est quelque chose qui a toujours été non seulement simple pour moi, et que j'ai toujours beaucoup aimé. Vous savez, quand on a 12-13 ans, parler en public, faire un exposé devant les copains à l'école, etc., c'est pas quelque chose qui m'est très à l'aise généralement. Et moi, j'ai toujours été assez à l'aise avec ça. Et donc, naturellement, j'avais cette espèce de rôle de parler pour les autres. Et je me suis rendu compte très vite que parler pour les autres, défendre les autres, permettait aussi de drainer un collectif, d'être là, de s'engager pour les autres. Et ça, c'est quelque chose que finalement j'ai toujours aimé, que j'ai toujours eu et qui m'a toujours plu. En fait, j'ai toujours eu conscience que j'avais de la chance. J'ai toujours eu conscience que j'avais eu la chance de naître dans une famille qui était à la fois une famille aimante, accompagnante, et que par le milieu culturel et social de mes parents, j'avais accès à bien des choses que d'autres n'avaient pas. C'est-à-dire que moi, j'allais le mercredi après-midi à la médiathèque avec ma mère. Et je voyais que j'avais des copains de classe qui n'allaient à la médiathèque que quand l'école les amenait à la médiathèque. Je voyais que parfois, j'allais en voyage avec mes parents, que j'ai pu découvrir l'Europe, que j'ai pu visiter différents pays et que j'avais d'autres camarades qui n'avaient jamais eu cette chance-là. Et quelque part, j'ai toujours eu à cœur d'être la voix de ceux qu'aujourd'hui dans le débat politique on dit que ceux qu'on n'entend pas, que ceux qui s'expriment pas. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est vraiment profondément ancré dans mon engagement politique, dans mon engagement personnel. Donc je crois que oui, c'est finalement cette fibre de l'accompagnement, d'aider plus faibles que soi, d'aider ceux qui ont moins de chance qui m'a forgé à ça. Et quand j'étais élève, au collège comme au lycée, j'ai toujours été absolument ulcéré par le rejet que pouvait produire le système scolaire. C'est-à-dire que quand on n'était pas dans une forme de norme, quand on n'était pas bien né quelque part, quand on n'avait pas la chance d'être bien accompagné, on pouvait très vite se faire à la fois éjecter du système scolaire
ou se faire écraser du système scolaire. Et je considère que le système éducatif français est aujourd'hui trop mal fait, ou en tout cas trop fait simplement pour une reproduction de type de personnes. Et donc c'est ça qui m'a aussi beaucoup poussé. Et donc vous, vos parents, ils vous ont poussé à faire des études ? En fait, ils m'ont pas tellement poussé, mais comme ils avaient fait tous les deux des études, c'était une forme de normalité pour moi de faire des études. Voilà, on reproduit un schéma, il fallait faire des études, aller à la fac, travailler à l'école, travailler ensuite en études supérieures pour se former et avoir un bon métier. C'est assez basique ce que je vous dis, mais c'était quelque chose de naturel. Ça s'est jamais posé en ces termes-là. D'ailleurs. Donc à la fin du lycée, vous avez décidé de vous orienter vers quoi ? Je me suis orienté vers de la science politique, ce qui est pas surprenant maintenant au regard du parcours qui est le mien, vers de la science politique et de l'histoire. Donc j'ai fait des études de sciences politiques et d'histoire à Lyon. J'ai fait une double licence, un cursus de double licence de sciences politiques et licence d'histoire. Puis après, j'ai poursuivi par un master en sciences politiques qui était un master sur les collectivités locales, les gestions des collectivités, l'administration publique en général, qui étaient des sujets qui m'intéressaient particulièrement et que j'ai la chance d'exercer aujourd'hui par des fonctions différentes de beaucoup de mes camarades de classe de l'époque, parce que moi je suis élu et qu'en fait la plupart d'entre eux ne sont pas élus mais sont directeurs d'administration, etc. Moi j'ai poursuivi sur un profil d'engagement différent parce qu'en parallèle de mon cursus d'études, j'étais aussi engagé déjà politiquement, je me suis engagé très jeune, donc voilà, c'était une suite logique. Ça a débuté comment justement votre engagement ? De manière assez... de manière assez spontanée. Et c'est, en plus de ça, datable, dans une date qui est très précise. Je me suis engagé le 22 avril 2002. Alors vous allez me dire pourquoi le 22 avril 2002 et pourquoi je me rappelle de cette date ? Parce que le 21 avril 2002 est le jour du premier tour de l'élection présidentielle de 2002. Et ce jour-là, contrairement à tout ce qu'annonçaient les sondages, les médias, tout ce que pensait tout le monde, Lionel Jospin a été éliminé du premier tour de l'élection présidentielle au profit de Jean-Marie Le Pen. C'est la première fois qu'en France, l'extrême droite de Jean-Marie Le Pen était qualifiée au deuxième tour de l'élection présidentielle face à Jacques Chirac. Et ça a produit chez moi, jeune lycéen, une forme de sursaut et de réveil citoyen en disant plusieurs choses. Un, je ne veux pas de l'extrême droite pour mon pays, parce que toutes les valeurs que tire l'extrême droite, de rejet de l'autre, de racisme latent, de poursuite des inégalités, etc., mais absolument insupportable. Et deuxièmement, on ne doit pas laisser les autres faire les choses à sa place. Et donc, quelque part, je me suis dit, il est temps de s'engager. Voilà, donc je me suis engagé naturellement au Parti Socialiste, parce que c'était... 2002, vous aviez... J'avais 15 ans. 15 ans. Voilà. Je me suis engagé à 15 ans, et pour moi, le Parti Socialiste était et reste encore aujourd'hui le parti politique le plus central à gauche et qui permet de changer la vie des gens. J'ai grandi, je vous le disais, dans un univers de gauche, dans un univers socialiste, avec une famille et notamment un père qui a été inspiré pendant toute sa vie par l'action de François Mitterrand, et donc voilà, j'ai reproduit sans doute ça, et je me suis engagé le lendemain du premier tour de l'élection présidentielle. Et mon engagement a d'abord commencé par être l'organisateur de manifestations dans mon lycée contre l'extrême droite. Donc j'ai mobilisé mon lycée d'abord, puis après différents lycées, j'étais au lycée à Valence, différents lycées à Valence pour faire des grandes mobilisations. On a fait des grandes mobilisations lycéennes contre l'extrême droite. Voilà. Comment c'était perçu par vos camarades cet engagement ? Ça les faisait sourire, ils étaient tous persuadés que ça arriverait à un moment ou à un autre. C'était une forme de normalité pour eux, c'est-à-dire que voilà, quelque part ça n'a surpris personne, et ils me voyaient
à fond dans cette forme d'engagement qui, pour eux, à 15 ans, vous l'imaginez bien, enfin même moi, quand je vois les jeunes de 15 ans aujourd'hui, je me dis, mais t'étais vraiment un extraterrestre, en fait. Et en fait, voilà, pour eux, c'était quelque chose de normal, donc ils me suivaient, ils m'accompagnaient, ils regardaient ça parfois un peu de loin, mais c'était une forme de normalité. Et il y avait aussi la volonté de les convaincre, justement. Oui, il y avait la volonté de les convaincre, la volonté de dire que la démocratie est un enjeu extrêmement important et qu'on ne peut pas laisser simplement les autres agir pour soi et être dans son coin, regarder un peu de loin, critiquer en disant voilà, moi j'aurais pas fait comme ça, tous ces politiques ils sont nuls, il faudrait faire ci, ils parlent pas de nous, ils nous représentent pas. Bah moi je leur disais bah ouais, s'ils nous représentent pas, s'ils sont pas comme nous, et d'ailleurs ça marche encore aujourd'hui, et je dis la même chose, bah engagez-vous quoi. C'est ça qui est important. Vous savez, moi je crois véritablement que la politique est une chose noble, contrairement à ce que beaucoup pensent, beaucoup de citoyens. Parce que beaucoup de citoyens ont été déçus par la politique. Mais quand on est déçu, ça veut dire qu'on attendait quelque chose de la politique. On a en France ce fait, qui est un fait un peu particulier, c'est qu'on est un pays de grande défiance vis-à-vis de ces femmes et de ces hommes politiques, vis-à-vis de ces représentants, mais on est un pays très politisé, extrêmement politisé. Il n'y a pas une fois, je suis sûr même vous, dans votre souvenir, où vous n'avez pas entendu dans un repas de famille un débat politique à un moment ou à un autre. Chacun a une idée politique, chacun a une envie politique. Vous savez, la France, je vais revenir sur ce que je vous disais au tout début, mais quand on regarde un match de foot de l'équipe de France, on a tendance à dire il y a 65 millions de sélectionneurs de l'équipe de France. La politique, c'est pareil. Tout le monde a son idée. Vous allez au café le matin, vous entendez les gens, ils parlent de politique. Vous allez au bureau, les gens parlent de politique sans le dire, sans le verbaliser, mais tout le monde a son idée. Et je crois que chacun a son mot à dire dans l'engagement. Et les partis politiques, les cadres locaux, les élus municipaux permettent ça, permettent d'avoir un levier d'expression. Mais je trouve que, à titre personnel, ce qui est compliqué quand on est jeune et qu'on souhaite s'engager en politique, c'est on ne sait pas par où commencer, qui contacter. Ouais, c'est ça le vrai problème. Le vrai problème, il est là, c'est qu'on a l'impression d'être dans quelque chose qui est réservé à certaines personnes, alors qu'en fait, les partis politiques, c'est quelque chose d'extrêmement ouvert. Généralement, on y vient pour une cause particulière, et puis après, on y reste pour toutes les autres. Mais je crois que les partis politiques, moi j'essaye de travailler à ça, mais malheureusement, c'est pas suffisamment encore ressenti, doivent être plus simples, ça doit être ouvert, ça doit être quelque chose où finalement, venez dans un parti politique comme vous êtes dans la vie. C'est-à-dire que quand vous êtes sur les réseaux sociaux, si vous vous engagez pour quelque chose, pour une cause, vous le faites facilement, c'est un clic, vous arrivez, vous venez, puis après vous êtes contacté. Et je pense que les partis politiques doivent s'inspirer de ça. Donc que ce soit... parce que aussi, aujourd'hui, tout le monde est engagé sur les réseaux sociaux. Effectivement, comme vous l'avez dit, c'est ultra facile, mais finalement, ça a assez peu d'impact aussi. J'ai l'impression que la force que vous avez eue dans votre parcours et qui nous relie, c'est le lien humain. C'est comment on arrive à créer des connexions. Est-ce que vous avez des conseils concrets de je souhaite m'engager, qui contacter dans mon territoire Je pense que la première chose à faire, quand on souhaite s'engager, il faut regarder pourquoi on souhaite s'engager. Ensuite, quand on arrive à définir pourquoi on souhaite s'engager, je pense qu'il faut voir celles et ceux qui s'expriment publiquement et qui sont les plus proches de ce que vous pouvez ressentir. Et ensuite, après, les contacter assez directement. En fait, en vérité, on a parfois l'impression que les politiques sont inaccessibles, etc. Mais tous les politiques ont des réseaux sociaux. Et même si c'est pas eux qui gèrent directement leurs réseaux sociaux, il y a des équipes derrière. Voilà, moi j'ai des exemples en tête, des gens qui m'ont contacté directement par mes réseaux sociaux, des gens que j'ai rencontrés après, et qui après ont été engagés à mes côtés, sont encore engagés à mes côtés. Donc je pense que il faut trouver cette facilité, ce lien-là, qui peut venir spontanément et facilement. Il ne faut pas avoir de crainte en fait, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas se dire que la politique c'est une caste qui est différente de ce qu'on peut être, etc. C'est pas le cas. Vous savez, moi j'ai la chance dans mon parcours, depuis maintenant de nombreuses années, plus de 20 ans où je suis engagé,
j'ai eu la chance de côtoyer de très nombreuses et très grandes personnalités politiques. Ça a été laquelle la première du coup ? Je pense que c'était François Hollande. Assez vite, quand j'ai adhéré au Parti Socialiste, il était premier secrétaire du Parti Socialiste. Et dans un rassemblement qui était un rassemblement militant, j'avais pu échanger quelques mots avec lui. Voilà, et puis après, de fil en aiguille, des proches à lui, puis d'autres responsables politiques, etc. Ouais. Ok, donc en fait, c'est finalement tout votre cercle social, au bout d'un moment, était au Parti Socialiste. Ouais, ça c'est un des problèmes. Ah oui ? Ouais, parce que je crois que c'est aussi un truc, moi, que j'essaye d'éviter. J'essaye de différencier les cercles, parce que sinon vous êtes absolument en permanence avec des gens qui sont comme vous, qui pensent comme vous, qui ont le même engagement que vous, et je pense que quelque part vous perdez une forme de réalité. Donc moi j'ai des amis très proches qui ne sont pas du tout dans la politique, qui en sont même très éloignés, et c'est pour moi une vraie oxygène de pouvoir échanger et discuter avec eux. Vous pourriez être ami avec quelqu'un qui vote Front National ? Je pense pas. Ami, non. Ouais, je crois pas. En tout cas, avec quelqu'un qui vote Front National et qui l'affirme et qui est engagé, qui le dit, etc. Non, ça me serait très difficile. Même si la réalité exige de dire que j'ai sans doute des gens dans mon entourage qui votent Front National et je ne le sais peut-être même pas. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a eu une telle présence du Front National dans nos territoires que je connais plein de gens qui votent Front National à des élections nationales, même d'ailleurs, et qui votent pour moi à l'échelle locale. Donc vous avez aussi une forme que ça existe, quoi. Après, d'avoir des gens qui seraient mes amis, au sens pur du terme, qui votent Front National, non, je pourrais pas. Donc au Parti Socialiste, vous rencontrez beaucoup de gens, vous continuez vos études en parallèle. Après, vous arrivez sur le marché du travail, j'imagine. Vous vous dirigez vers quoi ? Bah en fait, donc je continue mon parcours au Parti Socialiste. Je suis très engagé, parce que je suis très jeune, dans le mouvement des jeunes socialistes, puisque chaque parti politique a généralement un mouvement de jeunesse à coller, ce qui permet de pas se retrouver exclusivement avec des gens qui sont beaucoup plus vieux que vous, beaucoup plus capés, etc. Donc je m'engage beaucoup au mouvement des jeunes socialistes. Je deviens assez vite responsable du mouvement des jeunes socialistes de la Drôme. Et donc là, je rencontre beaucoup d'élus locaux qui étaient là et qui m'ont mis le pied à l'étrier. Je rencontre un sénateur qui est décédé aujourd'hui, malheureusement, qui s'appelait Bernard Piras, qui était sénateur-maire de Bourg-les-Valences, avec qui j'ai eu une amitié assez forte qui se crée. Voilà, quelqu'un que je considérais comme presque mon grand-père, quoi, si vous voulez, voilà, qui m'a donné beaucoup de conseils, avec qui j'ai beaucoup discuté, que j'ai beaucoup suivi. Puis j'ai rencontré à l'époque celui qui était la grande personnalité politique du Parti Socialiste de la Drôme, qui était Didier Guillaume, qui était président du Conseil Général. Et très vite, je me suis rapproché de lui. Et en parallèle de mes études, à la fin de mon master, je devais faire un stage de 6 mois. Avant de terminer et d'être jeté dans le monde du travail. Et donc j'ai demandé à l'époque à Didier Guillaume, président du Conseil Général, de pouvoir faire un stage à ses côtés, dans son cabinet au Conseil Général. Et donc j'ai commencé un stage et j'ai suivi ce qu'il faisait, etc. Donc mon stage devait durer 6 mois. Il a commencé en janvier et là, au début, le premier jour du stage, je me rappelle, il dit devant tous ses élus, il y a une réunion, il dit il y a Pierre qui est là, il est stagiaire, c'est un jeune stagiaire étudiant en sciences politiques, il va être avec nous 6 mois, et puis après, il continuera sa vie, et on va essayer de le former. Puis, arrivé à la fin de mon stage allait se terminer. Didier Guillaume me fait venir dans son bureau, et donc j'avais 21 ans ou 22 ans, quoi, je sais plus exactement. Il me fait venir dans son bureau et il me dit tu vas rester avec moi et tu vas devenir mon chef de cabinet. Voilà.
Et là, là, c'était parti, quoi. Donc, en fait, je me retrouve dans un espèce de truc un peu tourbillonnant, quoi. Je me dis, mais déjà, pendant les 6 mois de stage, vous avez fait quoi concrètement ? J'ai fait des notes, j'ai fait des propositions de discours. J'avais à l'époque fait des propositions, c'était le démarrage des réseaux sociaux et en particulier de Facebook. Donc, j'avais créé sa première page Facebook. Je l'avais accompagné dans des déplacements. J'avais regardé comment on faisait la construction de l'agenda, etc. Donc, j'avais vraiment à la fois suivi et beaucoup participé. Je m'étais aussi beaucoup engagé. Et donc, voilà, c'est à la fin du stage. Je suis jamais parti. Finalement, je suis arrivé stagiaire et je suis parti du conseil général 8 ans après avoir été chef de cabinet du président, puis conseiller spécial. Et puis après, j'ai arrêté. Et quand j'ai arrêté, quelques mois plus tard, je suis devenu conseiller général moi-même. Donc voilà, ça a été une forme de poursuite. Et quand il vous a demandé, quand il vous a annoncé ça, vous avez eu peur ou... J'ai eu un peu de vertige, ouais. Je dois dire que j'ai eu une forme de sensation vertigineuse en me disant, mais est-ce que je serais capable de faire ça ? Conseil général, c'est 2700 salariés, c'est voilà, des directeurs, des directions générales. Moi, je venais juste de finir mes études, c'était un gros poste. La personnalité de Didier Guillaume, c'était quelqu'un de très exigeant. Voilà, je me disais, est-ce que j'aurais le niveau pour ? Et puis, très vite, en fait, après, on s'y met, quoi. Hein, et puis, on bosse, et puis on fait ses preuves, et on travaille. C'est beaucoup de travail, ça m'a beaucoup formé aussi. Le travail en cabinet, comment vous définiriez ? Est-ce que c'est plutôt rattaché à l'administration ou est-ce que c'est vraiment que politique ? Non, c'est le lien entre les deux, en fait. C'est le lien entre le politique et l'administration. Et l'élu qui a un bon cabinet mène une bonne politique généralement. Parce que le rôle du cabinet d'un élu, c'est de donner la vision politique à l'administration. C'est-à-dire, c'est de dire à l'administration, là, il y a un problème concret, il faut le régler avec telle dimension politique. Et c'est ce qui fait que y a des grands changements dans les territoires, dans les villes, etc. Et donc, c'est vraiment une courroie de transmission entre le politique et l'administration en permanence. Donc, vous êtes beaucoup formé politiquement aussi à ce moment-là. Vous avez affirmé d'autres convictions ? Je me suis énormément formé. Je crois pouvoir dire très simplement que j'ai appris à travailler. Vraiment. Au conseil général de la Drôme avec Didier Guillaume. J'ai appris à travailler à son contact. C'est une personnalité extrêmement attachante d'abord, très dure, mais très attachante à la fois, très travailleur. C'est quelqu'un qui n'a pas fait d'études et en fait qui a toujours nourri de ça, sans le dire d'ailleurs, sans l'affirmer, une forme de complexe et donc qui a compensé ça par une force de travail absolument extraordinaire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui travaillait tous les jours comme un dingue. Et en fait, vous voyez ce qu'on peut voir dans une vie professionnelle classique où vous bossez de 9h du matin à 17h ou à 18h, ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'on commençait le lundi à 7h du matin et on finissait le dimanche à 20h. C'est un truc... vous mettez toute votre vie là-dedans. Et vous, comment vous l'avez vécu personnellement ? Je l'ai vécu comme une forme d'apprentissage de la vie en intense, quoi. Voilà. Mais cet emploi du temps qui était très difficile pour votre vie privée, par exemple ? Mais en fait, la vie privée, elle est noyée dans l'engagement politique. La vérité, c'est aussi ça. Quand vous avez un engagement politique, ça ne s'arrête jamais. Vous dites pas, je m'arrête, c'est comme ça, et puis je réponds plus au téléphone, et je réponds plus aux mails, et je sors dans la rue, et je fais comme si les gens me connaissaient pas. C'est un engagement qui est un engagement complet. Moi, je fais attention. Aujourd'hui, j'ai une famille, je suis marié, j'ai un petit garçon qui a 4 ans. Donc, je fais attention de préserver des temps personnels et privés. Mais en fait, ça vous bouffe. C'est un engagement qui vous remplit entièrement. Et il faut que ce soit le cas ? Je n'ai pas trouvé en tout cas la solution pour que ça ne le soit pas. Je suis très admiratif de celles et ceux qui disent qu'ils arrivent à garder vraiment une forme de détachement. J'avoue que moi je suis sans doute quelqu'un de trop passionné
pour arriver à me détacher complètement. Alors, bien sûr, j'ai des moments de totale liberté. Et d'ailleurs, quand je vous décris ça, c'est pas quelque chose qui me pèse. Hein. Je me plains absolument pas de ça, parce que c'est la chance d'être et de vivre d'une passion. Et quand on vit de sa passion, c'est une chance. Voilà, moi je vois les gens. C'est un artiste de la politique. Ouais, sans doute. Ouais. Non, mais c'est vraiment. Je crois que c'est vraiment ça. Hein. Quand vous voyez les gens qui vont bosser à contre-cœur, nous c'est pas le cas, quoi. Nous, on n'est pas là pour bosser à contre-cœur. Nous, on est là, on sait ce qu'on veut, on écoute les gens, on est là pour les autres, on veut porter des projets qui changent la vie des gens, on se bat, etc. Et donc, voilà, c'est un engagement plein et entier et c'est passionnant. Chaque jour est différent. Et donc, à quel moment vous êtes revenu à Saint-Vallier ? Alors, je suis devenu conseiller municipal de Saint-Vallier aux élections municipales de 2008. J'avais, en même temps que je travaillais au conseil général, j'avais très envie de m'engager, d'être élu municipal. C'était une suite logique. Et donc, le maire de Saint-Vallier de l'époque, qui s'appelait Jacques Cheval, à qui j'ai succédé d'ailleurs en 2020, m'a fait rentrer sur sa liste et j'ai été conseiller municipal. J'ai commencé comme conseiller municipal et puis ensuite conseiller municipal délégué, puis ensuite adjoint au maire et puis ensuite premier adjoint puis maire. Voilà, là aussi. Est-ce que c'était très différent donc d'être au sein d'un cabinet et après d'être soi-même élu ? Vous avez senti même en termes de responsabilité ou en termes d'engagement une différence ? Ouais, parce qu'en fait, quand vous êtes en cabinet, vous faites des trucs, vous prenez des décisions, mais au-dessus de vous, il y a toujours quelqu'un. Et là, en fait, quand vous êtes élu, la première fois où vous vous retrouvez élu, voilà, vous savez, c'est un truc un peu spécial. Hein. Vous avez une élection, vous êtes élu, vous arrivez dans le bureau, voilà, le bureau est vide, et on vous dit maintenant c'est à toi, on t'a confié les clés. Et au départ, tu te retournes et tu dis, y a personne, quoi. Donc c'est toi qui décides, en fait. C'est toi qui décides, c'est toi qui prends les responsabilités. Et si tu fais les mauvais choix, personne ne viendra les rattraper. Et tes erreurs, c'est les tiennes. Et donc, en fait, vous êtes là et il faut savoir prendre cette capacité-là. Donc c'est quelque part une inversion du processus. Donc en 2008, vous êtes élu conseiller municipal. Vous travaillez en même temps au conseil départemental. La suite, donc en 2014, nouvelles élections municipales. Là, vous montez en galon, si j'ose dire. Ouais. En fait, je monte en galon aux élections municipales et en fait, parce que la vie politique est aussi faite comme ça et elle est faite de beaucoup de surprises, je monte en galon et surtout, il y a une surprise que personne ne voit venir. C'est-à-dire que je suis élu à Saint-Vallier depuis 2008. Beaucoup de gens me poussent à être maire dès 2014, en me disant il faut que tu sois maire, etc. Et je suis d'abord très engagé dans mon travail, donc c'est pas évident de pouvoir être maire en même temps. Voilà, j'hésite un peu, et puis j'ai une discussion avec le maire de Saint-Vallier qui me dit qu'il voudrait repartir, etc. Et je ne me vois pas du tout, contrairement à ce qu'on peut voir des fois dans les séries, être dans un espèce de truc, de combat, de rapport de force politique avec lui, etc. Je suis plutôt quelqu'un de respectueux, même si j'ai un tempérament qui avance. Et je dis, bon, si tu veux te représenter, moi j'ai pas de raison d'aller contre toi, même si objectivement, si je m'étais présenté contre lui, j'aurais gagné l'élection, etc. Vous étiez déjà connu des habitants à l'époque ? Oui, j'étais connu parce que j'avais fait un mandat où j'étais très présent sur le terrain, voilà, donc j'étais déjà très connu. Et donc, il me dit, écoute, je te propose d'être mon premier adjoint et d'aller à ma place à l'intercommunalité. Puisque l'intercommunalité, Saint-Vallier étant une des plus grandes villes de l'intercommunalité, le maire de Saint-Vallier est toujours vice-président de la communauté de communes. En tout cas, c'est comme ça que ça avait toujours été fait. Et donc je lui dis, ok, donc j'irai à l'intercommunalité. Et quand je viens à l'intercommunalité, il se trouve que celui qui était président de la communauté de communes perd les élections municipales. Et donc ne peut plus être président de la communauté de communes puisqu'il a perdu les élections municipales. C'était une surprise pour tout le monde ? C'était une surprise. Personne n'avait vu venir sa défaite et il perd les élections municipales. C'est le sel de la politique. Et donc en fait, très vite, je me dis, je vais être candidat. En fait, dans un truc un peu
d'excès de folie de jeunesse. Hein. Est-ce que vous avez quel âge à l'époque? J'ai 27 ans. Ouais, 27. Il y a une communauté de communes dont je n'ai jamais été élu, avec 35 maires autour de moi. Moi, je ne suis pas maire. Et je dis, je vais y aller. Et donc, dès le lendemain de l'élection municipale, je prends ma voiture et je fais le tour des maires, voilà, de cette carte-là que vous voyez dans mon bureau. Et je vais voir tous les maires. Et je leur dis, voilà pourquoi je me présente, voilà ce que je veux faire pour ce territoire, pour le développement économique, pour le développement touristique, pour les habitants, pour l'aménagement du territoire, etc. Et je les convainc, les uns après les autres. Donc c'est comme ça qu'on fait campagne pour une interco ? Ouais, c'est individuel, on va voir tous les maires un par un, etc. Et les maires me connaissaient pas, pour beaucoup. Hein. Il y avait des maires qui m'avaient jamais vu, qui me voient débarquer, qui disent mais c'est qui ce gamin qui a 27 ans ? Enfin, vous imaginez, on parle d'un territoire de 50 000 habitants. Et un territoire qui vote Parti Socialiste en général qui est découpé, qui est un territoire qui a une partie à gauche, une partie à droite. C'est un territoire très équilibré. Et où justement, je dis... je ferai pas une gestion politique, c'est-à-dire que je prendrai des élus de droite, des élus de gauche, on fera un mélange et on va tous avancer pour le territoire. Et on va développer ce territoire. Et donc je gagne, et je me retrouve à 27 ans, le plus jeune président d'une communauté de communes de France. Voilà, et donc je gagne, et me voilà plongé dans un bain, pour le coup, que je découvre totalement. Je connaissais pas l'intercommunalité, et je découvre ici les services, etc. Et donc c'est comme ça que ça démarre, en fait, vraiment. Qu'est-ce qui vous a donné la confiance en vous pour vous dire « j'y vais » ? Je sais pas. C'est inné ? Je sais pas si c'est inné, ce serait peut-être très prétentieux de le dire, mais en tout cas, j'ai peu d'hésitation. Mais voilà. Est-ce que vous aviez déjà une vision pour le territoire, justement, où vous l'avez construit au moment où vous vous êtes dit il y a une opportunité, j'y vais, et donc là vous avez construit, ou c'est déjà à la base, vous connaissiez très bien et... Je connaissais, mais en fait j'ai fait ce que vous dites, c'est-à-dire il y a une opportunité, j'y vais, et du moment où je dis que j'y vais, je construis l'opportunité, je la renforce et je construis un projet politique. C'est important en politique comme ça de savoir saisir les opportunités. Ah ouais, les trains passent jamais deux fois. Ça en politique c'est très net. Vous savez, personne n'est irremplaçable, et deuxièmement, vous laissez passer votre chance une fois, vous savez pas quand elle revient. Et c'est histoire, alors c'est ce qui fait dire à certains que les politiques sont des opportunistes, mais je crois que c'est à un moment, si on le sent, si on est prêt, il faut y aller. Il faut pas hésiter. Nicolas Sarkozy, qui pourtant n'est pas de mon bord politique, mais a une phrase qui est assez juste quand il décrit sa carrière politique. Il disait « Prends parce qu'on ne te donnera rien ». La politique, c'est un peu ça. Hein. C'est prends parce qu'on ne te donnera rien. Si t'attends que quelqu'un vienne te voir en te disant est-ce que tu veux être président de la communauté de communes, est-ce que tu veux être député ou est-ce que tu veux être... Non. Non, ça vient pas comme ça. Et en parallèle, vous avez continué votre engagement au sein du Parti Socialiste au niveau national ? Ouais, je l'ai beaucoup ralenti. Je l'ai beaucoup ralenti à cette époque-là. Quand je deviens président de la communauté de communes en 2014, je mets 100% de mon énergie là-dessus. Parce que je veux réussir, parce que ce territoire auquel je suis extrêmement attaché a des gros enjeux d'aménagement, etc. Donc je me mets à fond là-dedans pendant 2 bonnes années, vraiment, et où je me détache un peu de la politique nationale. Puis après, la politique nationale revient un peu naturellement, parce que je pense que je l'ai aussi dans les veines, quoi, et qu'à un moment... quand les choses ont été lancées ici, que mes équipes étaient bien stabilisées, je savais que je pouvais aussi apporter plus à l'échelle nationale aussi. Et donc, je suis arrivé à faire ce lien d'engagement entre le local et le national, qui est là aussi passionnant. Et quand, justement, en devenant président d'Interco, en ayant ce pouvoir, est-ce que vous avez pu mettre en œuvre des politiques, des convictions que vous aviez en tête pour le national ? Ah ouais, plein. Comme quoi, par exemple ? J'en fais d'ailleurs le plus souvent possible. Un des sujets principaux, c'est la santé, par exemple. On sait qu'aujourd'hui, la France est malheureusement, par des choix politiques de ces 30 dernières années, en train de devenir un vaste désert médical. Les gens n'arrivent plus à se soigner, n'arrivent plus à trouver un médecin généraliste. Et moi, je me suis dit ici, c'est pas possible. On ne peut pas laisser les gens dans cette galère sans médecin. Et donc on va essayer d'innover en faisant
nous-mêmes un centre de santé en salariant des médecins et on va proposer aux gens une alternative. Et donc on a mené une politique santé en créant un centre de santé intercommunal, qui est le premier centre de santé intercommunal encore aujourd'hui de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, où on a salarié des médecins généralistes, on en a 5 aujourd'hui, on en aura 7 en janvier, qui a permis à plus de 5000 personnes de retrouver un médecin généraliste. Voilà, ça c'est un exemple concret. Autre exemple concret, quand j'ai été élu en 2014, le chômage était colossal au niveau national et colossal ici. Et tout le monde disait, tous les hommes et toutes les femmes politiques disaient le chômage, on fait tout ce qu'on peut pour le chômage, etc. Et moi, comme j'aime le terrain, je suis un élu de terrain, j'allais toutes les semaines ici dans des entreprises et je voyais des chefs d'entreprise qui me disaient ouais, la situation économique est compliquée, etc. Mais on voudrait recruter des gens, mais on n'arrive pas à les trouver. Je dis mais comment ça on n'arrive pas à les trouver ? Il y a des gens au chômage, vous n'arrivez pas à les trouver, pourquoi est-ce que l'offre et la demande ne se rencontrent pas ? Parce qu'en creusant le sujet, je me suis aperçu qu'en fait, Pôle emploi ne proposait pas les bonnes formations, les bons gens, les bons leviers, etc. etc. Donc tout ça était grippé. Donc j'ai dit, en fait, on va créer un système de l'emploi ici qui va être du circuit court de l'emploi. Et en fait, j'ai dit, moi, le réseau de chefs d'entreprise et d'entreprises que nous avons ici sur le territoire, eh bien, on va le confronter aux demandeurs d'emploi. Et on a créé un dispositif qui est encore aujourd'hui unique en France. Je l'ai créé en 2016 et aujourd'hui encore, il est unique en France, qui s'appelle Objectif Emploi, qui est un partenariat avec Pôle emploi. Donc là, au bout du couloir, on a un agent de Pôle emploi qui est à la communauté de communes. Notre service économique est à côté, lui met à disposition les entreprises, les réseaux de chefs d'entreprise. Eux, ils ont le tissu des gens qui sont demandeurs d'emploi et ils font le matching et la connexion directe. Et le chômage, il a baissé de manière considérable sur ce territoire. Et je vais vous dire les choses de manière très précise. En 2016, quand on crée Objectif Emploi, on a un taux de chômage ici dans la communauté de communes qui est supérieur à la moyenne nationale. Aujourd'hui, alors que le chômage est plutôt bas en France, on a un taux de chômage qui est inférieur à la moyenne nationale. Et donc en fait, voilà, il y a un moment, moi qu'est-ce que ça m'amène, mes mandats d'élus locaux ? Ça m'amène à dire que quand on fait des choses concrètes, ça marche. Et qu'en fait, la grande politique nationale, elle est trop déconnectée. Mais pourtant, vous avez voulu continuer à... Vous êtes présenté comme aux législatives. Est-ce que vous auriez aimé pouvoir cumuler ces deux mandats ? Justement, si ça vous apporte autant pour le national. Oui, clairement. Je pense qu'aujourd'hui, très franchement, on a fait le non-cumul des mandats en se disant que on ne pouvait plus cumuler les mandats, que les gens ne l'acceptaient plus, etc. C'était pas le vrai sujet. Le vrai sujet qu'il aurait fallu faire, c'était interdire de cumuler les indemnités. C'est ça le sujet. Il aurait fallu dire, si vous êtes député maire, vous avez une des deux indemnités et pas les deux indemnités cumulées. Et les gens auraient tout à fait compris. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à l'Assemblée nationale ? 80% des députés, c'est quoi ? C'est des députés qui sont hors sol. C'est des députés qui, pour beaucoup, n'ont jamais été maires, n'ont jamais été élus locaux, n'ont pas d'ancrage réel dans ce qu'est la population. Et donc, qu'est-ce que ça amène ? Ça amène à l'Assemblée nationale, bien souvent, des débats qui sont des débats hors sol dans la vie des Français. Et donc, vous avez une action politique nationale à l'Assemblée nationale qui doit être déterminante parce que c'est là où vous faites la loi, c'est le cœur du pouvoir, qui n'est pas en prise réelle avec ce que vivent les gens. Et donc, vous avez quoi ? Vous avez une déconnexion qui se fait, qui devient de plus en plus grande, et des gens qui disent mais ils servent à rien. Mais c'est pas un peu en paradoxe avec ce que vous disiez au début de l'égalité des chances, etc. Parce que la concentration des pouvoirs, on se dit ça va empêcher ça. Ouais, c'est vrai. Non mais ça, j'entends ça. Hein. J'ai pas la formule magique. Hein. Moi, j'entends ça. Mais ce que je crois, en tout cas, c'est qu'avoir les deux pieds sur le terrain permet d'avoir une action politique qui est une action politique cohérente. Donc pendant 6 ans, vous étiez président de la communauté de communes. En 2020, l'ancien maire de Saint-Vallier vous laisse sa place, si je comprends. Ouais. Il arrête. En vérité, nos relations se sont pas très bien finies parce qu'il a jamais tellement supporté à titre personnel, je crois, que je sois élu président de la communauté de communes. Donc nos relations se sont terminées de manière correcte mais pas exceptionnelle. Donc je prends la suite à la mairie et donc je suis maire en 2020 et président de la communauté de communes. Ouais. Et est-ce que vous avez vu le regard des gens qui changeaient sur vous au moment où vous êtes devenu maire ? Ah ouais, ça m'a frappé. C'est dingue.
C'est marrant que vous posiez cette question parce que moi j'étais président de la communauté de communes depuis 6 ans. Et en fait, on pourrait se dire que la communauté de communes, c'est quand même plus gros que la mairie. Vous voyez, la communauté de communes, ici, c'est 50 000 habitants, 71 millions d'euros de budget. Enfin, c'est un gros truc, quoi. C'est une grosse machine, 35 communes, etc. Et en fait, quand je suis devenu maire, j'ai vu les gens qui avaient un changement d'approche. En fait, le maire, c'est le maire, quoi. Il y a un truc qui est dingue. C'est-à-dire que les gens dans la rue, ils vous disent « Bonjour, monsieur le maire ». C'est très surprenant. Alors qu'avant, tout le monde ne vous reconnaissait pas, j'imagine. Si, mais les gens me reconnaissaient parce que j'étais plutôt connu déjà, mais il n'y avait pas cette espèce de truc de déférence quelque part. Voilà. Et ça m'a un peu surpris. Cette déférence, ça vous gêne ou... Moi, j'aime les choses simples, donc... voilà, bon, maintenant vous y faites. Que les gens qui me connaissent pas me disent monsieur le maire, ok, pourquoi pas, ça fait bizarre au départ, puis après on s'adapte, on s'habitue, mais malgré tout, voilà, je crois qu'il faut rester très humble là-dessus, parce que voilà, monsieur le maire, il est plus monsieur le maire le jour où il est plus maire, donc ça réfléchit. Et en termes de pouvoir, est-ce qu'il y en a qui étaient spécifiques à la fonction de maire et que vous avez pu mettre en pratique quand vous avez été élu ? En termes de pouvoir ? En termes de choses qu'on peut changer ? Quand on est maire, on peut tout changer. C'est l'avantage de quand on est maire. Quand on est maire, vous considérez que la rue principale, elle est pourrie, vous la refaites. Quand vous êtes maire, vous avez un parc à réaménager, vous le faites. Vous voulez revégétaliser les cours d'école, comme moi je suis en train de le faire, vous le faites. Vous voulez essayer d'impliquer tout le monde sur la question de la tranquillité publique, vous le faites avec votre police municipale. C'est la chance d'être maire. Quand vous êtes maire, vous êtes le premier échelon de proximité, vous êtes celui qui est au fil direct du quotidien des gens, vous êtes à portée d'engueulade aussi, et ça c'est important, parce que ça évite justement toute forme de déconnexion, parce que les gens, ils ont de l'attention pour vous, du respect, mais ils sont en lien direct avec vous. Moi quand je vais faire mes courses à Intermarché à Saint-Vallier, je me planque pas derrière mon chariot, Les gens, ils viennent me voir, ils m'interpellent, ils me disent, là, dans ma rue, là, il y a tel truc, là, il y a... Voilà, et donc c'est ce lien de proximité qui est très fort. Est-ce que vous osez sortir acheter votre baguette en pyjama ? Ouais, je m'en fous, moi. Alors, je le fais pas en pyjama en tant que tel, mais en short, avec ma casquette, ouais. Oui, mais les gens me connaissent tellement ici, enfin, oui. En fait, je n'ai absolument rien changé depuis que je suis élu et depuis que je suis maire. Rien. Est-ce que vous êtes le même quand vous venez à Paris pour le Parti Socialiste au niveau national et quand vous êtes ici ? Non, je crois pas. Je crois pas. Je suis sur d'autres sujets, d'autres enjeux quand je suis à Paris politiquement pour le Parti Socialiste. Et donc je suis sans doute beaucoup plus politique que ce que je le suis ici. Ici, en fait, je fais de la politique, mais j'en fais peu. Voilà, je suis dans un état général pour tous les habitants, toute la population, etc. Est-ce que vous pensez du coup qu'on peut gérer un état comme on gère une commune ? C'est une vaste question. En tout cas, je pense que on devrait avoir un président de la République déjà qui a été maire. Ça devrait être une obligation. Je vous dis ça parce que je crois vraiment que ce que vous apprenez sur le terrain quand vous êtes maire, ça vous marque à vie. Ça vous marque un engagement à vie. Vraiment. Et ça devrait être un passage obligé. Et après, moi je crois qu'on devrait avoir des présidents de la République ou présidentes de la République, j'espère qu'un jour on aura une présidente de la République dans ce pays, qui est en proximité aussi avec les citoyens. Je pense que les ors de la République, la distance qui est mise est compliquée et il faut des présidents de proximité. Et pourtant, tous les présidents qui ont essayé de le faire, à chaque fois, ça a paru assez ridicule. Enfin, ça a été jugé comme ça. On pense à Valéry Giscard d'Estaing qui allait dîner. Ouais, parce que Giscard d'Estaing, il avait rien de normal. Oui, c'était un grand bourgeois. Mais pareil, après, le président normal aussi, ça a été beaucoup source de moquerie. Ouais, parce qu'effectivement, ça a été mal fait. Et je vois bien tout l'écueil qui peut être fait à ça. Mais je pense que c'est possible, moi. Je pense qu'on peut faire un lien aussi direct avec les gens. Après, il faut garder les hauteurs des fonctions nécessaires. Moi, je le vois dans tous les enjeux et dans tous les sujets qu'on porte. Moi, je garde la hauteur nécessaire.
Et je pense qu'on peut l'avoir et garder un peu de normalité. Vous savez, je pense qu'on peut beaucoup s'inspirer de ce qui se fait dans les pays scandinaves, de ce point de vue-là. Quand on voit, et on voyait, je me rappelle d'images vues sur les réseaux sociaux de Angela Merkel quand elle était chancelière allemande, qui allait faire ses courses au supermarché. Bah voilà, elle est dans une forme de normalité, mais sans en rajouter. Quelque part, ce qu'il faudrait pas, c'est qu'un président de la République aille faire ses courses et qu'il en fasse un post Facebook. Moi, quand je vais faire mes courses à Intermarché, je le dis pas à la terre entière, je vais faire mes courses parce que c'est ma vie. Le problème, c'est que les présidents de la République sont aujourd'hui tellement déconnectés dans une bulle, dans une sphère, etc., que tout ça n'est pas possible. Je veux dire, Emmanuel Macron, aujourd'hui, mais ses prédécesseurs, c'était pareil. Il n'a pas acheté une baguette de pain depuis qu'il est président. Et est-ce que vous avez dit, quand on est maire, ça nous marque. Est-ce que vous pouvez donner un exemple de rencontres ou d'événements qui vous ont marqué? Ah bah ouais, j'ai été confronté à un meurtre, par exemple, dans ma commune. Quand vous arrivez sur les lieux et que vous avez la personne qui est morte devant vous, ça vous marque. Quand vous êtes en lien avec les services d'incendie et de secours, avec les pompiers, que vous êtes appelé en pleine nuit sur un feu d'un immeuble, bah ouais, ça vous marque. Quand vous avez, j'ai le souvenir d'une femme qui vient me voir un matin dans une de mes permanences de maire que je fais régulièrement le samedi matin, qui s'assoit, et je lui dis qu'est-ce que je peux faire pour vous. Elle me dit ça fait 30 ans que je suis battue par mon mari, je sais pas à qui en parler. Voilà, ça c'est la vraie vie des mères. C'est ça la vraie vie des mères. Et cette dame, en l'occurrence, bah, je l'ai aidée, je l'ai écoutée. J'avais aucune formation spécifique pour le faire. Mais en fait, on est une forme de ressource pour les gens. Dans une société qui est fragmentée comme la nôtre, dans une société qui est déchirée, qui est tendue, où les services publics de proximité ont malheureusement été éloignés des gens, où maintenant pour avoir quelqu'un au téléphone dans un service public, mais c'est la croix et la bannière, vous n'avez plus personne au téléphone, il y a une déshumanisation complète, bah, le maire, il est là. La mairie, elle est là. Et donc, vous avez cette proximité immédiate. Ça marque. Et vous avez dit aussi, le maire, il est à portée d'engueulade. Et en ce moment, il y a plein de débats justement sur le fait qu'il y ait beaucoup de violence contre les maires. Est-ce que vous pensez que ça existe vraiment, cette violence-là, ou c'est juste parce qu'en fait, justement, ça a toujours été là, ces invectives-là, mais aujourd'hui, on ne les supporte plus? Bah, elle existe, cette violence-là, elle existe. Moi, elle ne m'est jamais arrivée. J'ai toujours eu des gens extrêmement respectueux. Elle est présente, hein. Moi je vois des maires qui ont été agressés, etc. Je pense que cette violence, elle a toujours été là et qu'elle est libérée. Elle est libérée par un débat national qui est nauséabond. On le voit dans les thèmes qui sont portés, dans les sujets, c'est nauséabond. Enfin, regardez, prenons les choses droit dans les yeux avec l'actualité internationale qui se produit à quelques dizaines de milliers de kilomètres de nos portes, le conflit israélo-palestinien. Quand vous regardez la télé, quand vous écoutez la radio, vous avez l'impression que le conflit israélo-palestinien, il est chez nous. Il est en France. On n'arrive plus à avoir un débat qui est posé, qui est mesuré. Donc forcément, dans une période où vous avez de l'inflation, des difficultés économiques, des difficultés pour les gens à se loger, vous avez une tension qui est là. Et donc, parfois, vous avez de l'agressivité, vous avez de la violence, et c'est la société qui est violente. Mais la société, vous savez, moi, je crois qu'elle est violente pour tout le monde. Et elle est surtout violente pour les gens. Et donc oui, il y a des élus qui se retrouvent parfois en difficulté et il faut les accompagner. Je regardais hier soir votre site internet et dessus vous avez dit une phrase il y avait une phrase qui était marquée qui m'a marquée. La politique, ce n'est pas un complément de salaire. Moi, ça m'interroge parce que ça veut dire que si on veut faire de la politique, il faut absolument abandonner tout autre poste, tout autre métier pour vous ? Non, je pense qu'il ne faut pas abandonner tout autre poste et tout autre métier à un certain niveau. Cette phrase, en l'occurrence, que vous prenez, elle était notamment sur les élections législatives. Par exemple, moi, je ne comprends pas que vous puissiez être député et chirurgien, député et médecin, député et avocat. Comment on fait, en fait ? Comment ils font, les gens qui se font ça, là ? Ils se foutent de la gueule du monde, en fait. En termes de temps, vous voulez dire ? Bien sûr, ça n'existe pas. Et donc en fait ils sont députés parce que c'est un statut social et qu'après ça leur fait un peu plus un gros complément de salaire. Mais bon, enfin c'est pas des bons députés. Et donc c'est ça que je dis. Pour le coup, c'est que je pense que quand on est parlementaire,
on doit être parlementaire à temps plein. Ça, moi, je suis absolument déterminé là-dessus. Par contre, évidemment, quand on est maire, comment voulez-vous être maire d'une commune de 1000 ou 1200 habitants et de ne pas travailler à côté? C'est pas possible. Vous êtes même pas au niveau du SMIC. Est-ce que vous pensez que ça devrait être revalorisé? Oui, je pense que ça devrait être revalorisé. J'ai l'impression que le gouvernement est d'ailleurs en train de travailler là-dessus. C'est courageux de le faire parce que c'est très impopulaire. Parce que les gens ont l'impression qu'on se gave en fait. Parce qu'on revient là aussi sur des débats qui sont des illusions. Les gens ont l'impression qu'on gagne beaucoup d'argent, etc. Alors oui, sur des fonctions, on gagne plus que la moyenne des Français. Voilà, moi je gagne beaucoup plus que le salaire moyen des Français, je le sais. Et il faut en avoir conscience. Mais finalement, c'est aussi lié à la charge de responsabilité. Donc c'est pas pour des indemnités comme les miennes qu'il faut faire évoluer. Mais moi je pense aux maires des communes rurales, des petites communes. Il faut faire augmenter les niveaux d'indemnité, c'est clair. Le maire d'une commune rurale, il fait tout. Il fait tout. Moi, j'ai en tête une maire là qui s'appelle Laurence Pérez, qui est maire d'une commune qui s'appelle Saint-Jean-de-Galore, à quelques kilomètres d'ici. Il y a eu des inondations, mais elle faisait tout. Elle faisait du dossier administratif, à apporter les sacs de sable aux habitants, à réconforter les habitants, jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et en tant que maire, elle a une indemnité de 1200 €. C'est pas possible. Parce que sinon, vous n'aurez plus de vocation demain. Donc c'est pour vous que les députés ou qui doivent plus avoir de travail à côté, ou par exemple quelqu'un que dans une commune de votre taille moyenne? Ouais, moi je pense que dans une commune de ma taille, ça commence à devenir compliqué d'avoir un travail à côté, ouais. Parce que si je prends votre parcours également, vous avez toujours vécu de la politique. Toujours, ouais. Est-ce que ça peut pas être aussi un problème, parce que d'une certaine partie, on peut dire que aussi vous pouvez être des fois déconnecté de certaines problématiques économiques, ou bien le fait que on se dit que si demain vous voulez manger, vous avez besoin d'être élu ou d'avoir cette responsabilité-là. Ouais, ou de faire autre chose. Moi, ça me fait pas peur de me dire que je ferai peut-être pas ça toute ma vie et que je peux faire autre chose. Voilà, mais c'est un caractère, un état d'esprit. Mais effectivement, le risque que vous pointez, il peut exister. Donc déjà, il faut toujours essayer d'être en phase et connecté à la réalité. Moi, je crois l'être. En tout cas, il me semble que je le suis. Puis après, pour la suite, j'ai pas tellement de crainte. Voilà. C'est-à-dire que si je fais plus ça demain, c'est parce que je l'aurais décidé, je ferai autre chose. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Je sais pas. Franchement, à ce stade, je sais pas. Sans doute peut-être une aventure entrepreneuriale. C'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Voilà, je me dis, c'est un truc qui pourrait m'intéresser, mais je sais pas plus. Et c'est vrai que dans la manière dont vous avez parlé, il y a plusieurs fois, je me suis dit, tiens, un entrepreneur, il pourrait dire ça aussi bien sur le fait de mener des équipes, de prendre des risques. Vous pensez qu'il y a beaucoup de parallèles entre les entrepreneurs et les hommes politiques, ou c'est seulement chez En Marche? Non, je pense que ça existe. C'est pas seulement chez En Marche. Non. Je pense qu'il y a une vraie proximité entre le monde de l'entreprise dans la gestion, dans le management, dans l'accompagnement et dans la politique. Mais après, tous les chefs d'entreprise ne sont pas les mêmes. Vous avez la vision de En Marche, puis vous avez la vision du chef d'entreprise que je pourrais être et que je pourrais défendre. C'est-à-dire, par exemple, proposer, comme le fait le patron de LDLC à Lyon, de proposer les 32 heures à ses salariés. Voilà, par exemple. De proposer, par exemple, aux femmes salariées dans son entreprise d'avoir droit au congé menstruel. Voilà, par exemple. Bon, je suis pas sûr qu'un chef d'entreprise venant d'En Marche ou de la droite ferait la même chose. Quelle est votre plus grande réussite en tant que maire à Saint-Vallier? Elle n'est pas finie, elle est en cours, mais ma plus grande fierté en tout cas, c'est le projet de reconstruction à neuf de l'hôpital de Saint-Vallier, qui est lancé depuis quelques mois. Donc la santé, c'était par là où vous êtes rentré à Saint-Vallier, et ça sera aussi... Ouais, c'est ça. C'est vraiment pour moi un projet déterminant. C'est-à-dire qu'on a un hôpital à Saint-Vallier
qui a vu au fil des décennies perdre des services. Il y avait une maternité, la maternité a fermé, il y avait un service de chirurgie, la chirurgie a fermé, il y avait des urgences 24 heures sur 24, les urgences sont plus couvertes que la journée, puis vous aviez un bâtiment vieillissant, et puis vous aviez un espèce de truc qui disait l'hôpital va fermer. Et moi, depuis que je suis élu, je me bats contre ça, en disant je veux des services hospitaliers, je veux de la proximité, je veux faire revenir des médecins, etc. Et dans le cadre du Ségur de la santé, qui a été fait après le Covid, on est arrivé à aller chercher auprès du ministère de la Santé des crédits supplémentaires pour reconstruire un hôpital à neuf, pour ramener un scanner à Saint-Vallier, pour redonner des moyens aux médecins, etc. Et donc on va avoir un hôpital neuf à Saint-Vallier. Et ça, c'est une fierté. Parce que concrètement, voilà, quoi qu'il arrive demain, j'aurai au moins apporté ça. Ça sert à quelque chose de se battre. Exactement. Quel est votre plus grand échec ? Il y en a beaucoup parce que l'échec, il est successif à des petites frustrations qu'on n'arrive pas à faire. Pour l'instant, ce qui est pour moi mon plus gros échec, c'est de ne pas arriver suffisamment à casser les marchands de sommeil. Voilà, il y a trop de marchands de sommeil qui vivent et qui prospèrent sur la misère humaine, qui louent des appartements qui sont dans des états absolument insalubres et qui profitent de la misère des gens. Et je me bats au quotidien pour ça, mais j'arrive pas pour l'instant suffisamment parce que je suis pas suffisamment accompagné par les cadres de la loi. Le maire de Marseille a fait ces derniers jours une très belle proposition pour justement encadrer plus et briser les marchands de sommeil. Et ça, c'est un combat que je mène encore avec détermination. Mais... Donc c'est pas seulement dans les grandes villes, les marchands de sommeil. Non, malheureusement non. Dans les grandes et les petites villes. Donc, vous m'avez parlé, vous savez pas trop ce que... Peut-être entrepreneur après avoir été maire, mais est-ce que vous vous voyez maire encore longtemps ? Pour l'instant, oui. Vous avez dit tout à l'heure que le cumul des mandats en termes député et maire, par exemple, c'était plutôt positif. Est-ce que vous pensez que le cumul des mandats dans le temps, c'est aussi positif ? Non. Il faut justement, mais ça, la loi ne l'a pas tranché. Je pense qu'au-delà de 3 mandats successifs, il faudrait obliger à ne plus pouvoir se représenter. Mais vous serez encore jeune dans 2 mandats. Oui, mais je serai jeune, mais je ferai autre chose. Ou je ferai un autre mandat. Vous voyez, mais je pense qu'être maire 3 mandats d'affilée, être président d'intercommunalité 3 mandats d'affilée, c'est bien. Voilà. Pour conclure, on en a un peu parlé au début, mais plus précisément, quel conseil vous donneriez à un jeune, non pas qui veut s'engager, parce qu'on en a pas mal parlé, mais qui souhaite monter une liste en 2026 ? Qu'il faut... qui se lance, qui croit en lui, qui ne se pose pas de questions, qui n'hésite pas. Il faut faire ce à quoi on croit. Voilà. Et je crois que c'est vraiment important. Monter une liste, il faut voir la taille de la commune, il faut trouver un nombre de gens à parité selon la taille de la liste, monter son projet, puis après, il faut se lancer. Donc vous, la base, c'est la conviction. Ouais, la base, c'est la conviction. On ne fait pas ça si on n'a pas de conviction. On fait ni ça pour les titres, ni ça pour les statuts, ni ça pour les indemnités, mais on fait ça parce qu'on aime les gens. Moi, je fais de la politique parce que j'aime les gens. Je le fais par conviction et je le ferai toujours par conviction. Quand j'aurai plus de conviction, quand j'aurai plus cette espèce de flamme au fond de moi, je ferai autre chose. Mais des fois, il y a des sujets sur lesquels c'est difficile de se faire une conviction. Oui, bien sûr. Moi-même, parfois, mais c'est pas grave. Il faut hésiter, il faut douter, il faut changer d'avis. Vous savez, on a l'impression dans cette société très lisse qu'il faut penser la même chose du premier jour où on a réfléchi jusqu'au dernier. Mais la vie n'est pas aussi simple. Le monde est complexe, les enjeux sont différents. Voilà, moi je vous prends un sujet par exemple qui me tient beaucoup à cœur, la question de la transition écologique. Vous m'auriez interrogé il y a une dizaine d'années là-dessus, je vous aurais dit j'ai pas d'enjeu, j'ai pas de sujet sur la transition écologique. Voilà, aujourd'hui c'est des sujets qui me passionnent beaucoup, sur lesquels je veux agir, etc. La vie n'est pas linéaire, donc il faut savoir avancer avec le cours de sa vie. Est-ce qu'on est le même à 20 ans qu'à 30 ? Et est-ce qu'on est le même à 30 qu'à 40 ? Je vous dirai quand j'aurai 40 ans, mais en tout cas, je sais que de 20 à 30 ans, je ne suis pas le même. Et c'est vrai que souvent, en plus, envers les politiques, je trouve qu'on a tendance à leur opposer leur passé, en disant regardez avec la personne avec qui vous étiez, ou ce que vous pensiez à ce moment-là, etc. Donc il faut assumer qu'on est des humains et qu'on peut changer. Ah ouais, il faut assumer, puis il faut arrêter cette espèce de simplicité de dire parce qu'il a dit ça il y a 20 ans, il n'a pas pu changer d'avis aujourd'hui. Oui, tout le monde a le droit de changer d'avis.
Tout le monde a le droit d'avancer, de changer. Moi, vous savez, sur un sujet politique, je ne suis pas pour la double peine dans la vie. Sarkozy voulait mettre la double peine pour les criminels qui avaient été condamnés et qui se retrouvaient condamnés en prison. Moi, je ne suis pas pour ça. Vous avez le droit de changer quand vous avez purgé votre peine. Vous pourriez pas, par exemple, être réintégré dans la société ? Moi, je pense que si. Je pense qu'une personne a le droit de changer. Et un politique ou une politique, on a le droit de changer. On a le droit d'amener des regards neufs sur une société qui évolue, sur des sociétés qui sont en mouvement. Vous imaginez une femme ou un homme politique qui ne changerait pas en 20 ans ou en 30 ans de carrière ? J'en connais, j'en entends. À la télé, ils n'ont pas changé depuis 30 ans, mais ils racontent n'importe quoi. On va essayer de faire du changement positif dans nos têtes à la suite de toute cette discussion. Merci beaucoup, Monsieur Jouvet. Merci à vous. Merci pour cet échange. Que vous soyez totalement aligné ou non avec les convictions de Pierre Jouvet, j'espère que cet épisode vous aura donné un peu d'envie et quelques clés pour vous engager vous aussi en politique ou ailleurs. Ce que je retiens de mon côté, c'est que la chose la plus importante, c'est d'oser se lancer. D'oser décrocher son téléphone, d'oser écrire, créer, d'oser prendre la parole, d'oser saisir les opportunités. Même quand on n'est pas prêt. Je finirai ainsi avec cette citation de Romain Gary. Il faut toujours connaître les limites du possible, pas pour s'arrêter, mais pour tenter l'impossible dans les meilleures conditions. Vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, alors j'imagine qu'il vous a plu. Pour me soutenir, vous pouvez le partager autour de vous, laisser des étoiles sur votre application d'écoute, et me suivre sur Instagram @vie-de-mère où vous serez tenu au courant de toutes mes actualités. À bientôt dans une prochaine Vie de Mère.